Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers étudiants, nous allons continuer notre cours de Management 2, la théorie des organisations, dans cette 9e vidéo. Cette 9e vidéo sera consacrée au chapitre 5, l'école néoclassique. L'école néoclassique, c'est un mouvement qui s'inscrit dans le cadre du courant de la pensée empirique de l'école classique, qui intègre les acquis de l'école des relations humaines. Donc nous allons voir dans cette école une combinaison entre les fondements de l'école classique et ceux de l'école des relations humaines. L'école néoclassique, c'est un mouvement qui marque l'avènement, la venue des dirigeants salariés. Ça veut dire des personnes qui dirigent dans l'entreprise, mais qui sont des salariés. Ceux qui dirigent dans l'entreprise ne sont pas des propriétaires de l'entreprise, mais ils ont un contrat de travail avec l'entreprise et en même temps, ils ont la fonction de direction. Alors, ce mouvement marque l'avènement des dirigeants salariés, quelque chose de nouveau à cette époque, qui remplace progressivement les dirigeants propriétaires de la fin du 19e siècle. Donc, il y a un avènement, une apparition d'un dirigeant qui est salarié, d'accord, qui va remplacer progressivement ce dirigeant qui était propriétaire de l'entreprise. Alors passons maintenant à voir les principaux postulats de l'école néoclassique. L'école néoclassique se base sur un ensemble des postulats. Le premier, c'est la maximisation de profit qui est considéré comme l'un des buts de l'entreprise. Une entreprise, quelle que soit sa taille, son domaine d'activité, il cherche à avoir un bénéfice maximum. La décentralisation des responsabilités et des décisions. Donc, la décision n'est pas ou n'est plus centralisée au niveau de la direction générale, mais il y a une participation dans la prise de décision, il y a une délégation du pouvoir de prise de décision aux autres cadres dirigeants, aux autres divisions. La direction par objectif, DPO, et la direction participative par objectif, la DPPO. Alors, selon le concept, on comprend que la direction par objectif, c'est un management qui repose sur une fixation des objectifs au préalable pour les individus et non pas donner des tâches à exécuter. La direction participative par objectif est toujours la fixation des objectifs, mais ici, la fixation des objectifs se fait au préalable en faisant participer les cadres dirigeants dans cette phase de fixation des objectifs, ainsi que faire participer les cadres dirigeants au niveau de contrôle. Ces deux concepts seront bien explicités dans la suite du cours. Le contrôle par analyse des écarts. Ici, on passe de la notion du contrôle par le chronométrage, du contrôle sévère et dur qui se passe sur la sanction et les menaces à un contrôle qui se base sur l'analyse des écarts. Je donne un exemple. Pour un ouvrier qui a un objectif de production de 100 unités par jour, comment on va le contrôler? Par analyser l'objectif fixé qui était 50 et sa réalisation journalière effective. Alors, la motivation par la compétitivité des individus mis en situation de concurrence. Lorsque nous avons deux individus qui ont des objectifs fixés, des mêmes objectifs fixés, ils vont se mettre en situation de concurrence. Chacun d'eux va essayer d'atteindre l'objectif au maximum. Bien sûr, celui qui va réaliser
ou atteindre l'objectif fixé par l'entreprise va être récompensé. Cette récompense est un moyen de motivation pour les individus. La réduction des coûts et des délais de production par l'introduction du management de la qualité et du concept de la qualité totale. Ici, dans cette école, il y avait l'introduction de ce management qui se base sur le management de la qualité. Un management de qualité qui se base sur la satisfaction du client par la réduction des coûts et la réduction des délais. Bien sûr, un produit qui est bien sûr satisfaisant pour le client et avec la réduction du coût pour l'entreprise. La définition du concept de la qualité totale est indispensable et important au niveau de l'étude de l'école néoclassique. La qualité totale est un ensemble de concepts et de méthodes dont l'objectif est de mobiliser l'ensemble de l'entreprise pour obtenir une meilleure satisfaction du client au moindre coût. Donc c'est un ensemble de méthodes qui consiste à mobiliser toute l'entreprise pour atteindre un objectif qui est la satisfaction du client et la production, bien sûr, d'un produit à moindre coût. Maintenant, nous allons voir l'apport du premier auteur de l'école néoclassique, l'apport de Schlein, qui est la théorie de la décentralisation coordonnée. La théorie de la décentralisation coordonnée repose sur les grands principes qui sont l'autonomie qui est laissée aux divisions et ces divisions sont jugées sur la rentabilité du capital investi. Donc chaque division, comme nous avons vu dans la structure divisionnelle, elle a une autonomie de gestion. Elle a une autonomie dans la prise de décision. Comment elle se fait le jugement? Comment elle se fait le contrôle sur, bien sûr, l'analyse de la rentabilité ou le jugement de la rentabilité du capital investi. Donc l'analyse du retour sur investissement dans cette ou dans chaque division. La coordination par des comités où tous les services sont présentés, une coordination entre l'ensemble des divisions est importante. Uniformisation des méthodes de calcul et des outils de gestion et de prévision est indispensable. Donc, il y a l'utilisation des méthodes de calcul, des outils de gestion et de prévision qui sont standards. Une centralisation de certaines fonctions comme les finances, le juridique, la publicité et d'autres fonctions. Donc, malgré que la théorie s'appelle la décentralisation coordonnée, mais il y a pour Schlein quelques fonctions qui doivent être centralisées, comme la finance, le juridique et la publicité. La direction générale ne doit pas s'occuper d'exploitation, mais de politique générale. La direction générale, dans la théorie de la décentralisation, ne doit pas s'occuper des opérations répétitives, routinières dans l'entreprise, mais de politique générale. Alors, c'est quoi la définition de la politique générale d'une entreprise? Alors, on peut définir la politique générale d'une entreprise comme suit. La politique générale d'une entreprise est définie par les dirigeants de l'entreprise et elle traduit les intentions durables de l'entreprise concernant la nature de son activité, de son métier de base et concernant également la nature des relations de l'entreprise avec les acteurs internes, personnel et représentants du personnel, et acteurs externes, fournisseurs, clients, actionnaires, concurrents, etc. Donc, qui définit la politique générale d'entreprise? Ce sont les dirigeants de l'entreprise. C'est la direction générale. C'est le sommet hiérarchique. Qu'est-ce qu'il va définir dans cette politique? Ou c'est quoi cette politique? Elle va traduire les conceptions
de long terme de l'entreprise concernant deux éléments. Concernant l'activité de l'entreprise, concernant le métier de l'entreprise, la mission de l'entreprise, et aussi concernant la nature des relations avec les acteurs ou les partenaires internes et externes de l'entreprise. Pour le théoricien Schlein, la décentralisation coordonnée est efficace pour l'entreprise. Donc, elle permet d'atteindre ses objectifs organisationnels. Ainsi, elle favorise l'initiative, car il y a une autonomie de décision. Elle responsabilise les acteurs de l'entreprise, prenant en compte son centre de profit, car chaque division est jugée sur son retour sur investissement, sur la rentabilité du capital investi dans chaque division. Et en dernier lieu, cette décentralisation coordonnée crée une émulation, une compétition entre les divisions, ce qui va mener à une motivation des individus et à une création de valeur dans l'entreprise. Alors passons maintenant à voir le deuxième auteur qui est Peter Drucker et son apport à l'école néoclassique. Il est considéré comme le fondateur de l'école néoclassique. Peter Drucker fera du management la fonction sociale la plus importante de l'entreprise. Pour lui, le profit n'est pas une fin en soi. Il permet de mesurer l'efficacité et il est le moyen de se procurer des capitaux. Donc pour Drucker, l'entreprise n'a pas une finalité de recherche du profit. Mais pour une entreprise, le profit c'est un moyen de mesure d'efficacité, moyen de mesure est-ce que l'entreprise a atteint ses objectifs organisationnels, et c'est un moyen de se procurer des capitaux qui seront investis par la suite. Par contre, le but essentiel d'une entreprise, sa finalité en premier lieu, c'est la distribution et l'innovation, ainsi la création, le maintien et le développement d'une clientèle. Pour Drucker, la distribution, donc c'est la commercialisation des produits, et l'innovation, le p'tikar, ainsi que avoir une clientèle, la développer, tisser avec cette clientèle une relation durable, c'est ça le but essentiel de l'entreprise. Peter Drucker est un des premiers à identifier le savoir comme le capital essentiel de l'entreprise. Donc, passer de cette logique du capital en termes monétaires et financiers à une logique que le savoir est un capital essentiel dans l'entreprise. Peter Drucker propose la direction par objectif, la DPO, qui est une démarche proposée par cet auteur en 1960, qui est une application de la théorie Y de Douglas MacGregor. Nous connaissons tous que parmi les hypothèses de la théorie Y de MacGregor, que l'homme peut se diriger lui-même lorsqu'il accepte les objectifs de son travail. L'homme, lorsqu'il accepte les objectifs de son travail, il peut se diriger lui-même, sans contrôle externe et sans menace de sanction. Aussi, que si l'entreprise veut responsabiliser l'individu, elle doit associer l'atteinte d'un objectif à un système de récompense. Le principe de la DPO est fondé sur la décentralisation des objectifs de la direction générale de l'entreprise au niveau des cadres dirigeants, qui consiste à ne plus confier des tâches à exécuter, mais des objectifs à atteindre. Ici, il y a la décentralisation de la prise de décision, qui se traduit en objectifs à atteindre et non pas à des tâches, à confier des tâches à exécuter. Les cadres dirigeants sont soumis au directeur pour avis et seuls les moyens pour atteindre les objectifs fixés sont négociés. Donc les cadres dirigeants peuvent revenir au directeur pour prendre leur avis. Rien négocié à part les moyens pour atteindre les objectifs fixés par les cadres dirigeants.
Passons au troisième auteur, Octave Gélinet et la direction participative par objectif, la DPPO. La DPPO, pour Octave Gélinet, consiste à une implication des salariés à la définition de leur objectif. Donc, si nous étions dans la DPO, la direction par objectif, où les cadres dirigeants fixent ces objectifs et ne confient pas des tâches à exécuter, ici, il y a un concept supplémentaire qui est participative. Donc, il y a une direction par objectif, mais ces objectifs se définissent, se fixent par une participation des salariés. Si on veut définir la direction participative par objectif, il s'agit d'un processus de concertation établi entre la hiérarchie, entre les dirigeants et les subordonnés, les salariés, dont le but de fixer des objectifs négociés de travail qui seront quantifiés et datés. Donc, c'est un accord entre la hiérarchie et le subordonné pour fixer des objectifs négociés déjà et qui seront quantifiés et datés. La hiérarchie, les dirigeants et les travailleurs, les salariés et les subordonnés se rencontrent à des échéances régulières pour faire une évaluation des résultats. Donc, plus que il y a l'implication, il y a la participation des salariés dans la fixation et la négociation des objectifs, il y a aussi la participation des salariés dans l'évaluation des résultats. Pour Octave Gélinet, ce type de management délégatif responsabilise les subordonnés par l'autocontrôle qu'ils nécessitent. Donc, c'est le type de management qui a واحد الروح ديال المسؤولية لهاد les subordonnés car ils vont faire un autocontrôle car c'est eux qui ont négocié, c'est eux qui ont participé à la fixation des objectifs et même c'est eux qui ont été impliqués dans l'évaluation de leurs résultats. L'action participative par objectif, c'est une démarche qui est une application de la théorie Y de McGregor qui milite pour la création d'un climat de confiance entre les individus dans l'entreprise. C'est un processus de management reposant sur les objectifs négociés entre la hiérarchie et les subordonnés, quantifiés et datés, qui permettent une délégation de l'autorité. Bien sûr, il n'y a pas une centralisation de pouvoir. Une définition des responsabilités. L'individu, ici, peut apprendre dans des conditions appropriées, non seulement à accepter, mais aussi à rechercher des responsabilités, une supervision hiérarchique, une motivation des individus. Et nous avons expliqué que lorsqu'il y a une fixation des objectifs, il y a l'atteinte de l'objectif qui est associé à un système de récompense. Les individus seront motivés. Alors cette diapositive sera consacrée à une petite évaluation. Comme je dis toujours, c'est que pour savoir le modèle de question. Toutes les réponses se sont bien mentionnées dans la vidéo. Alors la première question, citer les principaux postulats de l'école néoclassique. Question 2, expliquer la théorie de la décentralisation coordonnée. Question 3, préciser 4 idées de Peter Drucker. Question 4, expliquer la direction par objectif des PO proposée par Peter Drucker. Et question 5, expliquer la direction participative par objectif, la DPPO proposée par Octave Gélinet.